Bonjour à tous, bienvenue sur Intelligent TV, bienvenue sur le plateau télé du salon Solutions Linux, Solutions Open Source 2011. Nous allons commencer avec un premier débat sur le thème de l'open data, les données ouvertes, et nous allons en parler avec nos trois invités que je vais vous présenter rapidement. Tanguy Morlier, qui est le cofondateur de Regard Citoyen, bonjour. Bonjour. Benjamin Jean de l'association VVL, bonjour. Bonjour. Notre spécialiste juridique, on va avoir plein de questions à vous poser. Et puis Jean-Philippe Clément, chef de projet Open Data à la mairie de Paris, bonjour. Alors, on a beaucoup parlé en 2010 de ces open data, ça a été un peu le mot-clé à la mode en 2010. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire un petit peu un premier point où on en est réellement, au-delà des quelques applications un petit peu gadgets qu'on a pu voir, à quoi ça sert réellement aujourd'hui et où on en est de l'utilisation de ces données publiques? Qui peut... Moi, je veux bien commencer. Il se trouve que d'un point de vue un peu historique, la France était un peu en retard. L'open data, on en a beaucoup parlé il y a 2-3 ans, notamment en 2007, lorsque Obama est arrivé aux États-Unis, puisqu'il a lancé un portail open data. On suivi plusieurs pays, dont l'Angleterre, qui a fait sans doute le meilleur portail open data à ce jour. Et puis en France, il y avait une commission qui s'était réunie sous l'égide de la PIE pour réfléchir là-dessus, et puis ça donnait pas grand-chose. Et il se trouve que depuis un an, il y a une accélération assez importante. Une ville un peu pionnière, enfin 2 villes pionnières, Rennes d'abord, qui a essayé avec... comme c'était les premiers, quelques erreurs, et ils se sont améliorés au fil du temps. Et puis l'exemple de la ville de Paris, qui a lancé en janvier, il me semble, son portail Open Data. Et puis, à peu près le jour de l'ouverture du portail Open Data, un arrêté ministériel a nommé quelqu'un en charge du projet Etalab, qui est censé mettre à disposition des données publiques plus largement pour les citoyens et également pour les entreprises au niveau de l'État. Donc c'est Séverin Naudet qui en est en charge et qui devrait rendre public son travail à la fin de l'année 2011. Alors la mairie de Paris, encensée par Tanguy comme pionnière, est-ce que c'est quoi? C'est une volonté politique au départ d'aller vers l'ouverture des données? C'est une forte volonté politique effectivement de l'adjoint au maire en charge de l'innovation, Jean-Louis Missica, qui a souhaité ouvrir les données publiques de la ville, qui avait suivi effectivement tout le mouvement aux États-Unis, en Angleterre, et qui savait que la ville disposait de données qui étaient entre guillemets assez facilement libérables, et donc on s'est mis sur ce travail-là sur un an. En fait, on a fait ce travail-là de libération. Et c'est quoi ce message politique? Parce que c'est un peu complexe pour le citoyen. D'abord, il savait pas qu'il y avait toutes ces données, et puis il se demande bien ce qu'il peut en faire. Alors, dans un premier temps, c'est vrai que c'est pas forcément tout de suite et directement un message ou un usage citoyen directement. C'est plutôt pour des réutilisateurs, donc des intermédiaires qui vont pouvoir améliorer leurs applications et qui de fait vont pouvoir améliorer aussi la vie numérique à Paris. Et puis dans un deuxième temps, un peu indirectement, le citoyen, l'habitant peut du coup utiliser ces données via des applications, via des services, et via lui-même peut-être une mise en perspective des données qui lui sont fournies. Alors aujourd'hui à Paris, on en est où? Qu'est-ce qui est disponible comme données et qu'est-ce qui éventuellement va l'être dans les mois qui viennent? Alors on a beaucoup de données géographiques, tout ce qui était en fait dans le système d'information géographique a été libéré. On espère que justement ça va améliorer beaucoup des services rendus dans la géolocalisation, dans l'accès aux différents services de la ville. Et puis là, un élément important, un vote au dernier Conseil de Paris sur la partie budgétaire de la ville. Donc on est en train de voir et de préparer un petit peu justement la libération des données budgétaires de la ville. J'aime bien ce terme de libération à Paris. En plus, on a l'impression de se retrouver quelques dizaines d'années en arrière. Vous aviez vraiment cette impression que les données, elles étaient enfermées à l'intérieur des coffres-forts de la ville? Elles n'étaient pas enfermées. Il y a un cadre réglementaire Oui. qui aujourd'hui oblige les collectivités très strictement à transmettre ces données-là quand elles sont demandées. Donc c'est le travail que faisaient les services très généralement et puis régulièrement. Simplement là, on a mis en place des procédures, des processus pour que ce travail-là soit fait sans la demande initiale en fait. Oui. Donc, avant, on attendait que le citoyen demande l'accès aux données et là, on ne pouvait pas lui refuser. Là, on prépare et on livre à tout le monde. Exactement. C'est un peu une révolution culturelle, oui, en fait, plus
une révolution globale, effectivement. mais effectivement ça change la relation que peut avoir les citoyens à leur administration. Et comme on l'a vu très brièvement, les données, il y a besoin de médiateurs pour ces données-là. Donc essayer de trouver le bon pacte, notamment juridique, mais également technique, pour que cette médiation se passe correctement, que l'administration ne se sente pas dépossédée de ces données, et également qu'elle puisse enrichir ses connaissances, parce qu'à chaque fois, quand on a des millions de données unitaires, forcément il y a des petites erreurs, forcément il y a des petits éléments. Donc d'un point de vue des réutilisateurs, qu'ils soient citoyens ou entrepreneuriaux, il y a cette nouvelle culture qui est que les données sont à disposition, on n'a plus besoin de faire énormément de démarches pour pouvoir y accéder. Vous abordez un sujet très intéressant, ça c'est la voie de retour. Lorsqu'il y a des erreurs éventuellement qui sont constatées, je ne suis pas sûr que les services aujourd'hui soient forcément très ouverts dans leur fonctionnement à aller écouter le citoyen qui va leur dire tiens là vous avez une erreur et je vous apporte la correction. Comment vous avez fait évoluer les mentalités? Au-delà du projet précis Open Data, c'est vrai que globalement c'est un projet qui permet d'une évolution culturelle, une ouverture de l'administration des services vis-à-vis des réutilisateurs, vis-à-vis de ceux qui vont faire justement cette voie de retour. Et sur le site, on a voulu justement un peu multiplier ces voies de retour. On a beaucoup de commentaires sur les jeux de données, avec des commentaires d'ailleurs qui ont souvent été très pertinents au départ, parce que on s'essayait aussi dans les formats, on s'essayait, et donc souvent les commentaires ont été très pertinents, et on essaie aussi d'animer une sorte de forum pour nous donner un peu de perspective sur les souhaits de la communauté en termes d'ouverture. On n'a pas tout ouvert d'un coup, on ne peut pas le faire, hein, c'est énorme, et donc du coup on essaie de se faire un peu guider par la communauté sur les futures ouvertures. Et les fonctionnaires municipaux là-dessus sont faits facilement à cette voie de retour, hein? Ils y viennent au fur et à mesure, c'est comme tout processus de changement culturel, ça rentre au fur et à mesure dans leurs objectifs, dans leurs missions, dans leurs perspectives. On a souvent maintenant des agents qui nous disent tiens, ça on l'a fait pour nous finalement, on pourrait peut-être le libérer, ça a peut-être un intérêt. Là, dernièrement on avait toute une discussion autour des arbres anciens à Paris, et donc il y a eu un réflexe, déjà un premier réflexe de l'administration et des services pour dire on a fait ce travail-là de recensement, du coup ça peut être réutilisé. Alors, on va parler de l'aspect juridique, parce que c'est un point très important, surtout qu'aujourd'hui dans notre monde, les données, c'est presque la chose qui a le plus de valeur. On le voit avec tous les problèmes de piratage, de fraude, etc. Et là, on est dans la démarche inverse d'ouverture des données. J'imagine que ça doit se faire dans un cadre juridique très précis. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ? Oui, et c'est d'ailleurs aussi l'un des aspects sur lesquels la mairie de Paris était très bonne, c'est qu'elle a cherché à travailler d'égal à égal avec les communautés et avec les autres acteurs. Et pour pouvoir favoriser la contribution, pour la collaboration, il faut que chacun, qu'il n'y en ait pas un qui ait plus de droits que les autres. Là, en l'occurrence, la mairie de Paris, ayant investi dans d'énormes bases de données, elle avait principalement des droits sur les bases de données en question, le droit sui generis des bases de données, éventuellement des droits d'auteur. Et c'est la raison pour laquelle elle a choisi de mettre sur ces bases de données, d'associer à ces bases de données une licence qui appréhende ces droits de propriété intellectuelle pour les partager, de façon à ce que chaque utilisateur, chaque communauté, chaque structure ou projet qui voudrait utiliser leur base de données puisse le faire sans craindre que la mairie de Paris un jour dise stop, j'arrête tout et maintenant je récupère mes bases de données. Donc n'importe qui peut y contribuer, la licence le permet, et là on en parlera peut-être tout à l'heure aussi. L'un des autres choix intéressants de la mairie de Paris, c'était d'adopter une licence copyleft, c'est-à-dire une licence qui va imposer à la personne qui modifie la base de données, qui travaille à partir de la base de données fournie par la mairie de Paris, qui la modifie, à contribuer ses propres modifications sous la même licence. Donc une logique de pot commun finalement, qui bénéficie tant à la mairie de Paris qu'à la communauté et à tout autre acteur. Comment on vérifie dans ce cas-là la qualité ? Parce que plus on a de contributeurs, plus on prend peut-être le risque que des erreurs soient introduites volontairement ou involontairement. Oui, alors l'un des intérêts aussi des licences libres, ou quelque chose qui est très fort dans les licences libres, c'est l'aspect paternité. On attribue à chaque contributeur ses propres modifications, de manière encore plus proéminente que dans une licence classique ou dans une collaboration classique. Là vraiment on va dire c'est un tel même individu, personne physique, qui a contribué à la base de données fournie par la mairie de Paris. Alors même qu'il peut y avoir une disproportion on va dire, en termes d'importance entre la mairie de Paris, la contribution de la mairie de Paris et celle du contributeur lambda. Pour autant on sera toujours capable de différencier ce que chacun a apporté et éventuellement de revenir à la version uniquement de la mairie de Paris si on le souhaite, ou la mairie de Paris plus contribution d'un tel, une telle. Et là-dessus on n'a rien inventé, hein. C'est le principe de l'open source tout simplement.
Et du coup, c'est vrai que l'aide de la communauté, les échanges qu'on a eu avec la communauté au moment de décider de la licence, nous ont beaucoup aidé à sortir d'un modèle qui d'ailleurs c'est assez asymptomatique, c'est que cette licence qu'on utilise aujourd'hui, alors que le cadre réglementaire est assez contraignant, on allait la chercher aux États-Unis et il a fallu la traduire, l'adapter au droit français parce qu'elle n'existait pas en France. Alors, mais cette traçabilité qu'offre la licence est un vrai avantage aussi d'un point de vue open data, parce que à l'heure actuelle, il y a des entreprises essentiellement parce que ça coûte cher d'acquérir malheureusement pour l'instant des données publiques étatiques. Les entreprises peuvent les modifier, la loi leur interdit de changer le sens, mais on n'a aucun moyen en tant que citoyen de vérifier si cette information a été modifiée et sous quel biais, puisqu'on n'a pas la source originale. Là, la ville de Paris met à disposition la source originale. Si Benjamin modifie les données, je suis capable de voir ces modifications et quel biais il a apporté dans ces données. Donc là encore, le libre, le copyleft, aide énormément aux citoyens à respecter la loi, puisqu'on n'a pas le droit de modifier et de changer le sens de données publiques selon la loi de 78. Et là aussi, pour ajouter un peu sur les licences, ce qui est vraiment intéressant dans cette démarche d'open data, c'est qu'on s'est servi d'un outil qui a été construit il y a plusieurs dizaines d'années et qui a été utilisé par énormément de personnes, donc la licence libre. Et on s'est dit, tiens, voilà quelque chose qui existe, on va essayer de le réutiliser pour d'autres projets qui ne sont plus des créations, qui ne sont plus des logiciels, dans un autre secteur. Ce qui apporte énormément d'avantages, mais ce qui demandait aussi un travail juridique sur les licences. Là, en l'occurrence, en plus, il fallait la traduire pour qu'on puisse expliquer aux Français qui ne sont pas forcément toujours de très bons, qui n'apprécient pas de lire que des documents anglais. Et pour être conforme aussi au droit français qui oblige à ce qu'une licence la soit loi traduite tout à en fait. français. merci. Et même à expliquer, à traduire les effets attendus de la licence en termes de droit français et dans le contexte de la diffusion par la mairie de Paris, ce qui est un assez gros travail. On a beaucoup parlé de la mairie de Paris. Jean-Louis Mussika, en bon spécialiste des médias, a su médiatiser le sujet. Est-ce que l'open data, c'est un sujet de gauche? Où sont toutes les autres villes de France? Où est-ce qu'elles vont en matière de données publiques? Alors, les villes de gauche et les villes de droite, c'est vrai qu'on a l'impression qu'au-delà de la mairie de Paris, il n'y a pas beaucoup d'initiatives. Est-ce que vous avez des correspondants dans Oui, moi j'ai villes, l'impression qu'après l'agilité de Rennes, qui a su être la première, le fait que Paris, une grande ville avec toutes ses pesanteurs estimées, parce que on a quand même réussi à sortir des choses jusqu'à présent. Voilà, Marseille, montre Bordeaux et Toulouse, ça va arriver. ouais, ça. C'est comme, en cours. C'est en cours. Toutes ces collectivités-là sont en train d'y réfléchir. On a des contacts. On essaye de s'aider. On essaye de donner les tuyaux qu'on a eus et les erreurs qu'on a faites au départ pour pas qu'ils les refassent. Et puis voilà, on est ouvert aussi à cette contribution-là. Vous, votre fonction chef de projet Open Data, est-ce qu'il y a l'équivalent déjà dans d'autres grandes villes? Je sais pas bien en fait, je peux pas vous n'avez dire. pas encore créé une association Non, on n'a des, pas encore créé des chefs de projet Open Data? Non, pas encore. Comment vous voyez l'évolution à travers les villes de France? Est-ce que vous sentez qu'il y a une vraie tendance, une vraie volonté d'y aller? Ouais, je pense qu'il y a vraiment une vraie tendance. En plus, c'est vraiment un partenariat un peu tripartite. Ça peut venir d'une volonté politique. À Regard Citoyen, on s'est intéressé à l'initiative parisienne parce qu'il y a eu une délibération en fin 2010, non, je ne sais plus trop quand on s'est rencontrés la première fois. Enfin bref, en 2010 en tout cas, et en 2009. Donc voilà, là c'est la ville de Paris qui fait quelque chose. Nous, en tant que citoyens, on s'y intéresse et puis on vient les guider parce qu'on n'avait pas tout compris de la volonté politique, et sans doute la ville de Paris n'avait pas tout compris non plus de ce que c'était que l'open data, la libre mise à disposition des données. Donc les autres villes, pour l'instant, elles attendent, elles regardent non, ce qui se fait. justement, il y a comme un peu sur le fonctionnement de la ville de Paris, des villes qui sentent cette initiative politique ou des départements. Je crois que la Saône-et-Loire a fait une annonce récemment. Donc là, c'est une volonté politique. Il y a aidé, je crois, dans la Saône-et-Loire par des entrepreneurs. Il y a l'exemple nantais avec une association qui s'appelle Libertic, qui s'est montée il y a 1 an et demi et qui a fait des réunions autour de l'open data, fait une pétition qui a fonctionné très bien. Et le politique s'est dit, oula, il y a quelque chose à faire là. On va peut-être rater le coche, allons-y. Et donc là, c'est les citoyens qui tirent et le politique donc qui suit. Il y a un vrai mouvement de fond. Il y a un vrai, donc à Toulouse, c'est la même chose, des citoyens. À Bordeaux, Montpellier, c'est plutôt une volonté politique à l'origine. Et donc voilà, et le projet national Etalab, où là, on ne peut pas dire que la gauche est vraiment son mot à dire dans la réalisation de ce projet-là. Et alors, une dernière question, parce qu'il nous reste très peu de temps. On confond
un petit peu données publiques et données ouvertes, parce qu'aujourd'hui on a essentiellement des exemples de données publiques qui s'ouvrent. Est-ce que demain ces open data ce principe va s'ouvrir à l'entreprise? Est-ce qu'il y a des entreprises qui vont s'y intéresser? Est-ce qu'on peut imaginer demain qu'une grande entreprise ouvre ses données à l'extérieur avec ses consommateurs? Je ne sais pas. Alors, il y a déjà quelques exemples. Je pense à Google qui a ouvert le corpus des mots qui sont dans son moteur de recherche. On a eu un exemple assez connu aussi d'AltaVista, il me semble, qui a mis à disposition ces logs, et c'était pas forcément une bonne idée parce qu'à l'intérieur il y avait des données personnelles. Et donc du coup, ils se sont expérimentés à ça il y a quelques années et ça n'a pas été le meilleur résultat. Donc il y a ponctuellement des initiatives privées. L'open data n'est pas majoritaire pour les données publiques alors que la loi normalement le prévoit, la loi de 78, et dans l'entreprise c'est pas le cas non plus, mais je pense que ça évolue un petit peu de concert. Je pense aussi que d'une certaine manière, l'open data correspond à l'open innovation ou crowdsourcing pour le secteur du privé, où les sociétés recherchent innovation en dehors de leur propre structure, ou eux-mêmes à intégrer une innovation extérieure. Donc là, on publie des informations, on publie des données pour que les gens puissent s'en saisir et nous aider dans un marché, capter un nouveau marché, ou en tout cas créer l'innovation. On est encore très loin du moment où Total, Danone, la SNCF, même des sociétés de droit semi-public ouvriront largement leurs données. Ça va venir effectivement avec le mouvement Open Innovation, c'est-à-dire effectivement d'arriver à travailler avec ces communautés de clients, de partenaires, et ils seront obligés dans ce cas-là de partager quelque chose avec eux et de construire aussi de la valeur pour eux-mêmes. Donc c'est un mouvement qui a priori va continuer même dans le privé. Ce qu'on s'aperçoit avec l'open data, c'est qu'il y a une certaine rationalisation économique. En fait, ça coûte moins cher à la collectivité de mettre à disposition ces données en open data, donc librement accessibles, plutôt que de créer des barrières. Et donc cette réflexion-là, un certain nombre d'entreprises ont commencé aussi à y venir par simple rationalisation économique. Ça, ce sera un bon axe en tout cas pour que les entreprises s'y intéressent. Merci beaucoup, et puis on en reparlera certainement les prochaines années. Merci à tous d'avoir suivi ce débat sur l'open data, les données ouvertes, où en étant aujourd'hui en 2011. À très bientôt sur Intelligent TV pour un nouveau débat.